La ségrégation endocoloniale. Soumettre et bannir les damnés du néolibéralisme. L'impérialisme est un processus d'expansion coloniale du capitalisme qui a engendré un système d'exploitation et de domination à plusieurs vitesses. Dans les colonies, mais aussi à l'intérieur de la métropole, la recherche de l'accumulation maximale du profit par l'exploitation de celles et ceux qui n'ont que leurs bras et leurs enfants, le prolétariat, s'appuie et se renforce par la surexploitation, la suroppression et la ségrégation des prolétaires colonisés. C'est ce phénomène que Frantz Fanon a décrit dans son ultime livre « Les damnés de la Terre ». Nous tenterons de suivre la voie qu'il a ouverte pour analyser la condition particulière faite aux prolétaires ségrégés des métropoles impériales. Maintenir la ségrégation des damnés en métropole. La grande ville capitaliste s'est développée en mettant à disposition, près de ses usines et de ses chantiers, des masses de travailleurs disposés qu'il lui fallait contrôler et dominer par un système de bannissement social et policier. Au début du XXe siècle, ce schéma de séparation est redéployé pour encadrer la main-d'œuvre misérable que le capitalisme industriel concentre aux abords de ses grands centres d'accumulation du profit. À cette époque, la police se transforme pour encadrer la zone. L'expression désigne les territoires populaires où les classes exploitées et dominées, notamment le prolétariat étranger, celui issu des régions pauvres de la France et le prolétariat colonial, sont concentrés en périphérie ou au cœur de Paris. La zone devient l'espace privilégié des chasses policières aux indésirables, catégorie qui rassemble alors prostituées, mendiants et vagabonds. C'est aussi le lieu d'un nouveau mouvement de modernisation de la police. À partir de 1912, les nomades se voient imposer un carnet anthropométrique puis une carte d'identité en 1917. Afin de lutter contre la délinquance étrangère, cette carte se généralise et devient permanente en 1921, tout en restant facultative. Forte de ce pouvoir d'identification, la police de la zone opère des razzias et des rafles dans le cadre d'un programme de nettoiement de l'espace public par l'internement administratif dans des hôpitaux-prisons ou des dépôts de mendicidés. Avec la généralisation des techniques d'identification et la mise en carte des étrangers, les étrangers deviennent, dans les années 30, les cibles de violences policières caractérisées par des rondes battues et des expulsions massives. Un numéro de 1937 de Police parisienne, la revue de la préfecture de police de Paris, montre la légitimation de la culture policière de ces pratiques contre les habitants de la zone. Rédigée par des policiers devenus journalistes et des journalistes collaborant avec la police, elle dépeint les territoires dominés comme des lieux de prolifération de l'infamie et de la barbarie qu'il faudrait nettoyer et soumettre, non sans rappeler certaines descriptions de la plantation esclavagiste. Dans les profondeurs de Paris vit une faune ardente, farouche, aimant la vie et ses plaisirs, prête à les prendre par le sang ou le fer. Traquée, mais traquant aussi. Comme les punaises du garni polonais qui ne se contenteront plus des réduits obscurs de la ville tenancière et s'insinueront dans les maisons voisines des étrangers de tous ordres. Trop souvent indésirables, corrompront notre société déjà trop ballottée par les courants divers. En résumé, ici, c'est la règle de la fantaisie, soit l'antithèse de l'ordre public, un espace qu'il convient de surveiller car les petits criminels y trouvent un abri sur les hors-la-loi, un abri sûr. Les hors-la-loi, les refoulés, les interdits de séjour peuvent-ils pas disparaître à l'aise. La revue pointe en particulier les Russes, les Chinois et les Juifs polonais, et présente des croquis ethnographiques censés permettre de les repérer pour vider la capitale de ces insidiants petits hommes. Parce qu'on y construit librement et sans consulter l'État, notamment des ruelles et des baraquements difficiles à pratiquer pour la police,
La zone est ainsi accusée de constituer un maquis. L'auteur de ce dossier sur la zone explique en conclusion qu'une épidémie survienne et c'est la catastrophe. Si près des beaux immeubles de Paris, la présence d'un tel foyer constitue un danger permanent pour la santé publique. Pour la nettoyer dans tous ses recoins, il faudrait un régime ou le feu. Un régiment ou le feu, ajoute-t-elle. Le champ sémantique du barbare, du sous-homme, de la maladie et de la vermine permet ici de justifier le nettoyage et la purification des quartiers pauvres par le pouvoir policier. Il est dérisoire de parler du développement de l'urbanisme, de l'extension de Paris tant que les édifices de cette zone ne seront pas rasés, sa terre rendue à des occupants qui en seraient dignes. D'ailleurs, précise l'auteur, toutes les masures de ces étendues constituent autant de chancres sur un beau corps et sont déjà condamnées par le conseil municipal. Mais différer cette mesure de salubrité et de sécurité qui s'impose avec une urgence accrue à notre époque est un danger. C'est une poche béante où peuvent s'engouffrer en toute sécurité pour s'y cacher les éléments dangereux pour la paix publique. Dans le courant des années 1930, le développement de l'urbanisme industriel entre en contradiction avec l'existence de la zone dont la destruction est décidée pour faire place au Paris impérial. La police passe d'une logique de ségrégation à une logique d'éradication. Elle déplace ou interne ses habitants et détruit les lieux de vie qu'ils s'étaient construits. De nouveau, la ségrégation des indésirables en métropole s'inspire des modes de gestion des populations et des technologies de pouvoir expérimentées dans les colonies. C'est ce que Michel Foucault a nommé l'effet de retour. Des modèles coloniaux rapportés en Occident, qui a fait que l'Occident a pu pratiquer aussi sur lui-même quelque chose comme une colonisation, un colonialisme interne. Nous pouvons parler de ségrégation endocoloniale pour désigner cette forme de pouvoir qui développe et réagence les dispositifs coloniaux à l'intérieur du territoire national. Mais cet effet de retour implique aussi des dynamiques inverses, de la métropole vers les colonies. Des situations coloniales et métropolitaines sont liées dès les débuts de l'ère impériale. Dans les années 1930, il existait officiellement une police décolonisée en métropole. La Brigade nord-africaine, BNA, était composée d'une trentaine d'agents. Elle recrutait une partie de son personnel parmi les corps des administrateurs coloniaux, des fonctionnaires en poste en Algérie. Elle quadrillait les quartiers musulmans de Paris, y opérait des raids et des rafles, alimentait des fichiers de surveillance politiques et sociaux. La BNA n'était pas une police proprement coloniale. Elle travaillait dans le contexte juridique métropolitain et appliquait aux colonisés des méthodes de police historiquement liées à l'encadrement des mendiants. Liées à l'encadrement des mendiants, des sans-abri et des prostituées. Elle développait et conjuguait ainsi des dispositifs de coercition issus du répertoire de gestion étatique des colonisés aux colonies et des indésirables en métropole. C'est ce que nous pouvons appeler une police endocoloniale. Parmi les indésirables que la police pourchasse alors, on l'a vu, elle s'intéresse déjà particulièrement aux Juifs. Le régime de Vichy la met directement au service du Troisième Reich pour faire régner l'ordre et réprimer les terroristes. Communistes, anarchistes et autres résistants. En octobre 1940, le maréchal Pétain promulgue des lois antisémites et crée la carte d'identité de Français. Obligatoire pour tous, loi du 27 octobre 1940. La police française s'empare de ce dispositif pour traquer les résistants et se charge elle-même de recenser les juifs, de les rafler et de les rassembler dans des camps d'internement. En Algérie, la sœur de ma grand-mère est exclue de l'école parce que juive. En France métropolitaine, le frère de mon grand-père est déporté et assassiné parce que juif, communiste et résistant. La police nationale est créée dans ce contexte en 1942. Cette même année sont créés les groupes mobiles de réserve, prototype des futurs CRS, et la mention « juif » est apposée sur la carte d'identité des personnes désignées comme telles. De hauts fonctionnaires ayant participé à ce système de police, comme Maurice Papon, emporteront l'expérience avec eux et restent en poste dans l'État français après la fin de l'occupation.
Le 26 octobre 1945, Papon intègre les services centraux du ministère de l'Intérieur chargés de la sous-direction de l'Algérie. La loi de 1940 sur la carte d'identité est amendée, mais est conservée elle aussi. La BNA est dissoute à la Libération en raison de son caractère explicitement raciste. À l'heure où le gouvernement du général de Gaulle tente de construire le mythe d'une France majoritairement résistante au nazisme et qui se serait libérée elle-même, pour conquérir de nouveaux marchés et faire face au soulèvement ouvrier de 1947-48, le capitalisme français a commencé à se restructurer en permettant aux strates supérieures blanches du prolétariat d'occuper les positions inférieures d'une petite bourgeoisie en extension. C'est ainsi que la surexploitation des travailleurs étrangers, la plupart issus des colonies, s'est maintenue et renforcée dans la seconde partie du XXe siècle. Pour les grands chantiers d'État, mais aussi dans l'industrie du bâtiment, de l'automobile et pour tous les emplois les plus méprisés et les plus éprouvants, cette restructuration nécessitait d'intensifier le recrutement d'un prolétariat colonisé. Ce processus a été réalisé de manière officielle ou illégale, par la sélection, le transport et l'installation des misérables les moins alphabétisés et les moins préparés à affronter l'ordre métropolitain, dans l'idée que ces derniers seraient les plus faciles à soumettre. Une partie d'entre eux a été logée dans des hôtels et des garnis, des foyers Sonacotra gérés par d'anciens habitués, des méthodes coloniales tandis que les autres ont dû se concentrer sur des terres où ils ont fabriqué des campements, sur des terrains vagues aux abords de grandes agglomérations où ils ont fabriqué des campements que l'on a pris l'habitude de nommer bidonvilles. Dans certaines de ces enclaves, on trouvait en plus une petite proportion des travailleurs portugais, espagnols et français de plein droit. À Gennevilliers, près de 3000 personnes habitaient alors un bidonville formé au cours des années 50. C'est dans ce contexte que dès 1953, la préfecture de police amorce la formation d'une nouvelle unité de police d'inspiration coloniale, la Brigade des agressions et violences, la BAV, influencée par les premières unités anti-gang. Mais calquée sur les anciennes brigades nord-africaines, à peine dissoutes, cette création est justifiée en mettant l'accent sur une prétendue criminalité nord-africaine, qui permet de dépolitiser les luttes des colonisés. Les policiers profitent alors de la loi de 1940 sur la carte d'identité pour contrôler les travailleurs maghrébins dans la rue. Composée de 2 sections d'enquête et de voies publiques, la BAV était chargée de paralyser les résistances des colonisés et les actions du FLN, comme s'il s'agissait d'une forme de criminalité ethnoculturelle. Constituée d'une vingtaine d'inspecteurs dont une partie importante était recrutée parce qu'elle maîtrisait couramment les langues d'Afrique du Nord. Dotée de voitures et de radios, elle avait pour mission de circuler dans les quartiers criminels pour y faire du flagrant délit. La ressemblance avec les polices qui sévissent dans les quartiers populaires aujourd'hui est frappante. La BAV intervenait principalement la nuit pour occuper le terrain et pénétrer les milieux nord-africains, pour soumettre et bannir les prolétaires colonisés en métropole. Elle a entrepris ensuite des enquêtes plus précisément liées à la lutte contre la politisation révolutionnaire des colonisés et s'est transformée en véritable brigade antiterroriste, délaissant la délinquance de rue pour assumer clairement sa fonction de police politique et décolonisée. Les premières brigades anticriminalité étaient des unités endocoloniales. Leurs effets n'ont cessé de croître à mesure que la révolution algérienne se développait en métropole. Selon les comptes rendus de mission et les témoignages contemporains recueillis par Emmanuel Blanchard de 1958 à 1962, les BAV, à l'instar d'autres services de police, faisaient systématiquement feu sur tous les Algériens qui leur semblaient menaçants, qui refusaient de se soumettre à une interpellation, ou qui s'enfuyaient. En fait, en France et à Paris, en particulier, nous menions à notre manière, le revolver dans une main et le code de procédure pénale dans l'autre, une guerre que les militaires tentaient de gagner en Algérie, raconte Roger Le Taillanté, un ancien policier de la BAV. Dès 1958, la BAV s'est trouvée coordonnée avec la 8e brigade territoriale, une unité de police judiciaire,
avec des équipes spéciales de district et à partir de décembre 1959, avec les forces de police auxiliaires, FPA, aussi connues sous le nom de Harkis de Paris. Ces différentes unités étaient régies par le service de coordination des affaires algériennes, SCAA. Cette structure va former une génération de policiers à contrôler les Arabes et des misérables sur le mode de la pacification coloniale. Réticente à faire usage de la torture et de méthodes relevant strictement de la terreur d'État, la BAV n'était pas une authentique police coloniale comme l'étaient les FPA. Sa mécanique a été forgée au croisement des répertoires de la police coloniale et de la police politique et de la police des indésirables. La fin du premier sous-chapitre. Refonder la police endocoloniale. Ciblés comme base importante de recrutement et d'organisation pour la révolution algérienne, les bidonvilles ont été soumis à un système de coercition modelé à partir de répertoires coloniaux. Le sociologue Abdelmalek Sayad a étudié les formes de violence policière employées pour mener la guerre aux colonisés en métropole. Il a observé le bidonville de Nanterre, particulièrement significatif parmi les 89 que comptait la région parisienne. Il abritait jusqu'à 14 000 personnes au début des années 1960. La population du bidonville a été soumise à la continuité de la répression qui avait été mise en œuvre en Algérie. Confiée à plusieurs unités spéciales de police des forces supplétives, les Harkis de Nanterre ou de Paris, ont été recrutés spécialement à Alger pour aller mener la guerre en Algérie immigrée. Parallèlement à une police sanitaire et sociale, composée d'agents recenseurs, chargés de la surveillance administrative et politique, les colonisés dans le bidonville, des unités de choc ont été créées pour enfermer, harceler et soumettre les habitants à la fin de la guerre d'Algérie. Elles étaient dirigées par des spécialistes de la répression et de la guerre coloniale, particulièrement expérimentés dans la répression des Nord-Africains. Parmi ces unités, certains étaient spécialement employés pour empêcher l'extension des bidonvilles en détruisant les habitations. Appelées Brigade Z à Nanterre, Brigade des démolisseurs ou Brigade des casseurs. Ailleurs, elles étaient formées de 3 à 8 policiers. Ailleurs. Brigade des casseurs, ailleurs. Elles étaient formées de 3 à 8 policiers en bottes et treillis bleus qui intervenaient par surprise et détruisaient les cabanes à coups de masse. Les policiers établissaient un relevé régulier du plan d'emplacement et numérotaient les portes des baraques à la peinture, comme cela avait été expérimenté par les parachutistes dans la Casbah d'Alger. Ils entraient sans prévenir, en défonçant les portes, se servaient du café, jetaient les étals en l'air, piétinaient, puis déchiraient les affaires, les jetaient dans la boue. Parfois, avec un pétard à la main, ils s'amusaient à apeurer et disperser les familles. Il s'agissait de paralyser la vie sociale pour soumettre la subversion nord-africaine à Paris, comme l'expliquait le préfet de police Maurice Papon, architecte et gestionnaire de cette nouvelle police. C'est d'ailleurs pour son expertise que Papon a été installé comme préfet de police de Paris en 1958, lui qui venait de participer à industrialiser la contre-insurrection en tant que super-préfet IGAME en Algérie. Ce régime de ségrégation était parallèlement chargé d'empêcher la libre organisation du bidonville, comme territoire de résistance et d'autonomisation. Les agents de ces brigades empilaient des tas de terre devant les habitants pour emboucher l'accès. Ils détruisaient les petits commerces, mettaient en place des grillages pour quadriller et trier les habitants. Lorsque la guerre est entrée dans sa dernière phase, la restructuration néocoloniale, les bidonvilles ont été soumis à une violence éradicatrice. Représailles sanglantes, incendie des bâtiments,
incendie des habitations, rafles, tortures dans des caves, d'immeubles et d'hôtels parisiens, assassinats, enlèvements et disparitions. La répression allait puiser dans les répertoires de la guerre coloniale qui prétendait avoir pacifié des villes des Aurès et les quartiers musulmans d'Alger. Pacifier les visages des Aurès et les quartiers musulmans d'Alger et des grandes villes algériennes. Cette répression du bidonville et des quartiers nord-africains en métropole a constitué l'un des terrains du transfert et de la traduction et du déploiement de la doctrine contre-insurrectionnelle française synthétisée en Algérie. Le bidonville est ainsi devenu un nouveau prototype de ségrégation endocoloniale basé sur l'enclavement et le harcèlement permanent des travailleurs issus de la colonisation. Ce régime de violence d'État a culminé lors de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, dont de nombreuses victimes étaient les habitants des bidonvilles de la banlieue parisienne, Nanterre et Gennevilliers en particulier, pour protester contre le couvre-feu raciste qui leur avait été imposé depuis fin septembre par le préfet de police Maurice Papon. Plus de 20 000 Algériens de Paris et sa banlieue ont marché sur les capitales, encadrés par le FLN. La police a mis en œuvre, sous la forme d'un plan de défense intérieure du territoire, TIT, un condensé intensif des violences qu'elle faisait habituellement subir aux colonisés d'Algérie en métropole. Elle a raflé et interné plus de 10 000 Algériens. Elle a tabassé et torturé des centaines d'entre eux, tandis qu'elle en tuait et faisait disparaître des dizaines d'autres. Ce massacre d'État a été rendu possible par l'organisation historique de la police des Nord-Africains, en métropole. Par les doctrines, des techniques, des pratiques et des personnels directement issus de la guerre coloniale, et qui ont été redéployés techniquement et juridiquement. Il a été le produit de procédures rationnelles et de protocoles de violence institués. Il s'inscrit dans la continuité au sein de l'État et de l'institution policière de régimes de violence mis en pratique contre les esclaves et les colonisés, les misérables et les indésirables, les résistants et les révolutionnaires. Plusieurs générations vivent depuis avec le traumatisme de ces disparitions et conservent les cicatrices des violences militaro-policières engendrées par la guerre en métropole. À Gennevilliers, ma voisine du 3e étage nous incitait parfois à nous cacher quand la police passait près de l'immeuble. Elle avait habité au bidonville de Nanterre pendant la guerre d'Algérie. Son premier mari n'était jamais revenu de la manifestation du 17 octobre 1961. Ni les policiers, ni les responsables politiques de ce massacre d'État n'ont été sanctionnés. Une grande partie d'entre eux est restée en fonction et a continué de sévir dans les années suivantes. Certains sont montés en grade, et ce sont eux qui ont pris les commandes de la police dans le dernier tiers du XXe siècle. Le système colonial, où la justice tolère les agressions et les meurtres commis contre des indigènes, s'est largement perpétué dans l'ère sécuritaire et post-coloniale. L'arabicide est resté protégé par un code tacite et une jurisprudence de fait, qui punit les centaines de meurtres d'Arabes commis entre 1970 et 1991 de peines délictuelles comme s'ils n'étaient pas des humains à part entière, et que l'arabicide relevait du délit et non du crime. Dans les tribunaux et les médias, cette tolérance judiciaire est justifiée par l'utilisation systématique de la figure de l'arabe bestial, voleur, violeur et tueur, forgé par et pour l'imaginaire colonial, en légitimant la focalisation sur les quartiers où vivent les ouvriers immigrés. Cet imaginaire a accompagné toute la fabrication des polices de la nouvelle société. Fin du 2e sous-chapitre. La mise en place d'un nouveau champ de bataille.
L'extension de la grande ville a repris son cours après la fin de la guerre de libération algérienne. Les pouvoirs publics estimaient qu'environ 100 000 personnes habitaient les bidonvilles au milieu des années 60 et que 43% des Algériens de France y vivaient en 1964. Accompagné par quelques plans de relogement largement insuffisants, c'est un programme de destruction qui a été mis en œuvre, en particulier par la police. En décembre 1964, la loi Debré a fourni des cadres juridiques nécessaires. Les populations expulsées des bidonvilles n'ont d'abord eu d'autre choix que de rejoindre d'autres taudis. Une très grande partie a été confinée dans des cités de transit, conçues pour être provisoires, mais dont certaines ont perduré jusqu'à la fin des années 80. Chargées de concentrer les travailleurs issus de la colonisation avant un relogement indéterminé, elles ont constitué un autre laboratoire du bannissement et de l'enclavement. Autour de notre cité de transit, il y avait des barbelés, raconte un ancien habitant. On a vite compris qu'on nous avait mis là pour nous séparer des Français. Puisqu'on ne peut pas mettre tous les ratons en tôle, on va les loger loin de tout, dans ces centres pour rabat-rab, une espèce de tôle pour famille, ajoute-t-il. À Gennevilliers, derrière le quartier du Luth, lui-même construit en périphérie de la ville, une cité de transit a été construite en 1966 pour parquer les habitants des bidonvilles de Nanterre et du pont de Bezons. Confiné entre le port industriel et les deux autoroutes à 500 mètres du premier commerce, le foyer du port a constitué un prototype de bannissement social progressivement transféré vers le quartier du Luth au cours des années 80 à mesure que les populations de l'un étaient reversées dans l'autre. La cité de transit était aussi un territoire surcontrôlé, où ont été réagencés des dispositifs de surveillance, d'assistance socioculturelle et de mise en dépendance, typique de l'ancienne police décolonisée en métropole. Pour encadrer les habitants de ces foyers, on employait en priorité des Français d'Algérie formés au contrôle colonial. Faites de préfabriqués faciles à monter et déplacer, conçus, gérés et multipliés par des organismes comme la Sonocatral et les Cetrafal, la cité de transit était aussi la trace de l'émergence d'un marché public de la construction, marché public de la concentration et de la domestication des travailleurs immigrés en métropole. À la suite du bidonville et de la cité de transit, le quartier de type grand ensemble a permis de restructurer la ségrégation des strates les plus exploitées et les plus dominées du prolétariat. C'est un nouveau type d'habitat conçu à partir de l'après-guerre pour accueillir une aristocratie ouvrière très majoritairement blanche, en voie de massification. Des quartiers de ce type avaient déjà été amenés en Algérie coloniale et on trouve la trace, par exemple en décembre 1960, de chasses policières aux musulmans à travers des dalles, des cages d'escalier et des coursives similaires à celles qui émergent en France au cours des années 70-80. Construits rapidement, ils sont formés généralement de barres et de tours alignés pour réduire les coûts de fabrication autant que possible. Les municipalités de gauche, qui avaient prévu d'y installer les couches supérieures de leur électorat d'ouvriers et d'en faire des vitrines de leur modèle de gestion, ont vu d'un mauvais œil l'arrivée de ces populations misérables. Gennevilliers est emblématique de ce complexe du communisme municipal, à l'égard des damnés du néolibéralisme. Ceux du bidonville et des cités de transit qui ont pu rejoindre ces quartiers ont obtenu l'eau courante, l'électricité, le chauffage et l'accès à des services publics, ce qui a effectivement transformé leurs conditions de vie. Mais elles et ils se sont aussi vus imposer des échéances fixes et non négociables pour les loyers et les factures, créant ainsi de nouvelles formes d'appauvrissement et de mise en dépendance. Ces nouveaux habitants et les autres ont commencé à galérer ensemble. Ils se sont appropriés cet urbanisme pour y créer des formes de vie collective, solidaires et villageoises, en contradiction complète avec le projet néolibéral et les stratégies des bureaucraties municipales des banlieues ouvrières. Dès le début des années 1970, une politique du logement facilitant l'accès à la propriété pour les strates supérieures des classes populaires a permis aux plus aisés de quitter les grands ensembles pour des habitats résidentiels ou pavillonnaires,
renforçant la ségrégation urbaine. Au début des années 80, certains grands ensembles ont commencé à être habités principalement par les strates les plus pauvres. Le prolétariat non blanc issu de la colonisation et des travailleurs misérables d'Europe du Sud et de l'Est. Aux yeux des bailleurs publics et privés, les grands ensembles étaient ainsi dévalués. Ils les ont donc délaissés. Les conditions d'habitat ont subi une dégradation rapide, mais des formes de vie basées sur la communauté d'entraide se sont construites dans les marges du système. On commence alors à parler de cités-dortoirs, de cités HLM, puis de cités sensibles, à mesure qu'ils prennent forme des illégalismes de survie et des résistances populaires face à la ségrégation socio-raciste et policière. La cité ne se résume pas à une forme architecturale. Elle se situe souvent en périphérie des grandes villes, mais elle existe aussi à l'intérieur. Elle est surtout constituée de tours, de bars, mais parfois aussi d'anciennes maisons ouvrières ou de sous-quartiers résidentiels. La cité désigne communément la ségrégation socio-raciale dans la France contemporaine, de la même manière que le terme ghetto désigne la ségrégation dans la culture populaire en Amérique du Nord. Si la cité et le ghetto d'aujourd'hui ne se ressemblent pas du point de vue de l'architecture, ils sont l'expression commune d'une colonialité intérieure sur laquelle repose en partie le capitalisme néolibéral et sécuritaire. Ils sont devenus les lieux privilégiés du déferlement et de la transformation de la violence d'État à l'intérieur des métropoles impériales, au pied des grands centres d'accumulation du capital. Le reclassement des forces de répression. Les cadres policiers et politiques des années 1970 ont été formés dans les années 1950. À partir de 1958, tous les élèves des grandes écoles, Polytechnique, ENA, étaient envoyés en stage en Algérie. Un rapport de décembre 1961 notait ainsi que 490 membres des services actifs de la préfecture de police avaient servi en Indochine, et que des dispositifs avaient été mis en place pour favoriser le recrutement des anciens combattants d'Algérie. Toute une génération est entrée dans la police après avoir été socialisée par l'expérience de la guerre coloniale à travers l'envoi du contingent en Algérie ou par le fait d'avoir été comme policier chargé des populations suspectes, communistes et colonisés en métropole. Cette génération formée à l'enclavement et au harcèlement des colonisés a pris les manettes de la police des quartiers populaires et de l'immigration dès sa fondation au début des années 70. D'anciens éléments issus des BAV, formés et formatés par la guerre d'Algérie, ont ainsi reçu la mission de concevoir les brigades chargées d'encadrer les grands ensembles au début des années 70. Ces agents ont emporté avec eux une mémoire incorporée du contrôle des Nord-Africains en métropole, qui a fortement influencé les imaginaires et les pratiques de ces nouvelles polices chargées officiellement d'insécuriser les milieux délinquants. C'est le cas de Roger le Taillanté, policier des BAV, unité de police judiciaire chargée des banlieues de Paris. Il s'est vu attribuer pour sa connaissance des milieux nord-africains, et comme certains de ses collègues devenus aussi commissaires, des responsabilités en banlieue parisienne. Le Taillanté avait été affecté à la circonscription de Charenton, Saint-Maurice, Maison-Alfort et Alfortville. Ces représentations des quartiers populaires donnent à voir un imaginaire sécuritaire clairement appuyé sur la culture coloniale. Attention, citation. On imagine sans peine dans ces conditions le vaste éventail de la délinquance ordinaire et des problèmes de voisinage. Il est assez courant, par exemple, que dans certaines cités, les rampes d'escalier deviennent boîtes de chauffage pour un rituel méchoui, ou que les baignoires soient utilisées pour élever quelques animaux à poil ou à plumes destinés à un prochain festin.
Il n'est pas rare non plus d'y découvrir des caves transformées en véritables entrepôts d'objets volés ou en chambres d'amour à l'usage des garçons et des filles de la cité. Ces dernières n'étant pas toujours consentantes à la multiplicité des partenaires qu'elles se voient parfois imposer. Pour bien insister sur l'importance de la guerre coloniale dans la formation de la police contemporaine, le Taillanté intitule le 4e chapitre de son livre « La bave » ou « De l'utilité d'une guerre pour forger un bon policier ». Le nouveau commissaire y présente des brigades territoriales comme une police d'abattage dont l'efficacité se mesurait surtout au nombre de bâtons, c'est-à-dire d'arrestations qu'elle pouvait faire figurer sur les statistiques mensuelles. La productivité caractéristique de ces unités anticriminalité, pilotées par des experts de la guerre coloniale et de la police anticoloniale, va propulser leur développement. Roger Le Taillanté rapporte le cas de Guy Putzé, un ancien de la bave, lui aussi nommé dans les brigades territoriales en raison de son expérience antérieure en Algérie. Putzé est affecté en 1961 à la 4e brigade territoriale et détaché à ce titre au commissariat de Saint-Denis, dans la circonscription où 10 ans plus tard a été créée la première brigade anticriminalité, la BAC. Le Taillanté évoque encore un autre cas, celui de Georges Foulquier, qui l'avait précédé à la bave, et qui est devenu commissaire principal de Saint-Denis. Il cite finalement le cas du chef d'état-major de la police judiciaire en 1963, lui aussi issu de la bave. Selon le Taillanté, on faisait effectuer au nouveau commissaire un tour de banlieue qui consistait à les nommer au début de leur carrière dans différents commissariats de la périphérie ouvrière. C'est à travers ces affectations qu'ont été redéployés la plupart des anciens de la bave dans les quartiers populaires de la ceinture parisienne. Ils y ont apporté et réinvesti leur technique et leur savoir-faire. Sans doute mes 4 années de lutte contre le terrorisme du FLN m'avaient-elles, à un moment rendu, solidaire de ceux qui voulaient croire à l'Algérie française. Raconte Le Taillanté. En 1963, il est affecté à la tête de la 6e brigade territoriale sur arrêté du préfet Maurice Papon, qui lui reconnaît une compétence pour s'occuper des populations des quartiers populaires. C'est là qu'il s'investit dans le développement d'un groupe dit de voie publique, dégagé des enquêtes consécutives aux plaintes et de la corvée du ramassage. Son travail est de pure initiative. À lui, avec l'aide de ses informateurs, la recherche des casseurs, des carambouilleurs, des receleurs, des voleurs et des maquilleurs d'auto, des souteneurs du secteur, voire des braqueurs. Comme il explique, l'activité de ce groupe se mesure évidemment au nombre et à la qualité des arrestations, et son efficacité est testée continuellement dans des réunions bilan, qui rassemblent une fois par semaine tous les chefs de service dans le bureau du Pacha, le directeur de la police judiciaire, Max Fernet. La forme anticriminalité qui présidera à la constitution des BAC est née dans ces brigades territoriales chargées des arrondissements de Paris et de sa banlieue, où se sont reclassés un grand nombre de spécialistes de la police endocoloniale et de praticiens de la guerre coloniale. Et où ce chapitre? Dis donc. Alors. L'anticriminalité continuait la guerre coloniale. Le commissaire François Lemouel, qui se présente comme le créateur du concept d'anticriminalité, est un ancien policier des brigades spéciales de nuit, les prototypes des BAC d'aujourd'hui. Son parcours résume assez bien
Euh, Ce parcours résume assez bien le processus de reconversion des répertoires de la guerre coloniale vers le contrôle des pauvres et de la restructuration de la violence policière. Affecté comme officier dans les différents quartiers de Paris et de sa banlieue, avant le déclenchement de la guerre de libération algérienne, il a passé les 3 premières années de 1954 à 1957 au secrétariat du directeur de la police judiciaire qui s'occupait notamment de la criminalité nord-africaine. Il a dirigé le commissariat du quartier Bonne Nouvelle de 1957 à 1960, avant d'être affecté en 1961 à la 5e brigade territoriale. Il a ainsi dirigé des policiers parisiens durant toute la guerre contre-révolutionnaire en Algérie. En 1964, il devient le premier chef de la section de recherche et d'intervention, qui deviendra la brigade de recherche et intervention, la BRI. C'est à ce poste qu'il occupe jusqu'en 1971 qu'il développe le concept d'anticriminalité. Confronté à des séries de braquages de banques, François Lemuel rédige un rapport pour justifier la recherche du flagrant délit face à ces types de criminalité. Il engage à dépasser la logique du crime au criminel pour une logique du criminel au crime. En se cachant, en surveillant, en traquant, en laissant faire puis en intervenant, c'est le début du développement d'unités mobiles anticriminelles en civil, dressées à surveiller et traquer les jeunes des classes populaires, à les provoquer pour mieux faire apparaître le crime caché dans leur corps suspecté. La police anticriminalité est organisée en petites unités mobiles et relativement autonomisées pour capturer plus de criminels. Plus vite et plus efficacement que la police judiciaire. Elle émerge avec les premières formes de conception managériale et néolibérale dans la gestion de la police. Elle est conçue comme une technique plus productive et plus rentable en matière de capture. Au début de l'automne 1971, dans plusieurs quartiers de Paris, on pouvait lire sur les affiches du mouvement des travailleurs arabes « À Ivry, un travailleur immigré arabe, Béar Réala, qui avait volé un pot de yaourt, a été poursuivi par les policiers qui l'ont tué à coups de pelle. » C'est face à ces dénonciations et dans ce contexte d'expérimentation que la criminalisation répressive de l'État prend en charge de réguler et d'encadrer techniquement la police anticriminalité. La première brigade anticriminalité est créée dans ce but le 1er octobre 1971 à Saint-Denis, où subsistent les derniers bidonvilles. C'est l'officier de la paix principal, Claude Durand, qui propose, sous l'impulsion du préfet Pierre Bolotte, la création d'une nouvelle unité spéciale pour la lutte anticriminalité. Pierre Bolotte s'est formé à la pacification lorsqu'il était au cabinet civil du général de Lattre de Tassigny, en Indochine. Il a encadré la contre-insurrection de 1955 à 1958 lorsqu'il était sous-préfet à Miliana, puis directeur de cabinet du préfet d'Alger. À Alger, Bolotte a déployé des patrouilles de 8 à 10 policiers auxquels il a adjoint des militaires, livrés à elles-mêmes et dans les 4 quartiers sensibles, prototype de commando militaro-policier relativement autonome. Il a aussi participé à l'élaboration du dispositif de quadrillage de la bataille d'Alger en 1957. Cette expérimentation de la contre-insurrection en ville s'est traduite par la militarisation du contrôle de la Casbah et par un déchaînement de violence contre ses habitants. Pour Bolotte, en effet, toute guerre antiterroriste est une sale guerre, et il faut en passer par là si l'on veut ramener l'ordre et la paix. De 1962 à 1965, Bolotte travaille au ministère de l'Intérieur auprès du préfet J. Aubert, directeur de cabinet du ministre œuvrant déjà à reconvertir un savoir issu de la guerre coloniale dans la police des quartiers populaires en métropole.
Préfet de la Guadeloupe en 1965 à 1967, il y encadre en mai 1967 un massacre d'État contre les révoltes des colonisés. Dès sa nomination dans l'île, Bolotte se dit convaincu de l'existence de plusieurs petits organismes qui militaient dans l'autonomisme, et même pour l'indépendance. Il alerte les états-majors politiques, policiers et militaires en déployant une grille de lecture antisubversive appliquée à la Guadeloupe. Le 20 mars, après qu'à Basse-Terre, un riche marchand blanc eut lancé son chien contre un cordonnier noir handicapé, son magasin est mis à sac lors d'une révolte collective. Bolotte envoie d'abord la police et la gendarmerie pour disperser, puis, ayant reçu la pleine confiance du gouvernement, il interdit toute réunion et désigne un petit groupe d'une dizaine d'indépendantistes, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, GONG, comme une organisation séparatiste, à traiter sans ménagement aucun. À la fin du mois de mai, les ouvriers du bâtiment entament une grève et le 26 mai, devant le siège des négociations bloqué par le patronat et le préfet, ils lancent des insultes au CRS. L'ordre est donné de disperser les manifestants. Jacques Nestor, un militant du GONG, surveillé et ciblé par les services de renseignement depuis mars 1967, est abattu après avoir sans doute été visé intentionnellement par un policier. 2 autres manifestants sont tués d'une balle dans le front. La nouvelle circule rapidement et la révolte s'étend à tout Pointe-à-Pitre. Des jeunes des bidonvilles accoururent vers le centre-ville pour soutenir la révolte. Bolotte déploie alors les gardes mobiles et, couvert par sa hiérarchie jusqu'à De Gaulle, impose un couvre-feu et autorise les militaires à tirer. Des témoignages font état de plusieurs personnes abattues dans la rue, de tabassages de corps cachés à la sous-préfecture, de tortures lors d'interrogatoires et de disparitions lorsque le lendemain, 27 mai, un millier de lycéens manifestent dans les rues pour soutenir les ouvriers et dénoncer la répression, Bolotte procède au quadrillage des carrefours de la ville et de ses accès, et disperse les lycéens sans ménagement. Les affrontements reprennent et les gendarmes tirèrent à nouveau. L'État français a reconnu officiellement 8 morts, mais les témoignages convergent autour de plusieurs dizaines. Fin juin 1967, Pierre Bolotte est rappelé à Paris et devient en 1969 le premier préfet d'un nouveau département tout juste constitué, la Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, lui aussi passionné de contre-insurrection, demande alors à Bolotte de concevoir une nouvelle architecture de police. Sa technique anticriminalité, mise en pratique en Seine-Saint-Denis, constituera désormais à pénétrer la population, et non plus les populations, sous-entendu colonisées, pour y traquer un nouvel ennemi intérieur, incarné par une figure socio-raciale du criminel. Ce procédé, qui avait déjà servi à justifier la traque des révolutionnaires communistes ou anticolonialistes dans les périodes précédentes, va dès lors désigner l'ensemble des quartiers populaires comme non plus l'Empire, mais pour la nation. Comme les déviés de prolifération d'une menace mortelle, non plus pour l'Empire, mais pour la nation. La PAC 93 est créée sur le principe d'une pacification intérieure qui nécessite des unités policières particulièrement rentables et productives, susceptibles de mener une guerre de basse intensité, autrement dit, des commandos policiers. Sur le modèle des unités de voie publique réorganisées par le TIANT et composées d'anciens praticiens de la chasse aux Algériens, en moins de 3 mois, la BAC 93 a procédé à l'interpellation de 350 individus, essentiellement pour port d'armes et vol de véhicules. Les années suivantes, de 1972 à 1974, elle a réalisé plus de 2800 arrestations. Une productivité que les petits et grands chefs policiers reconnaissent comme extraordinaire comparée à celle des anciennes polices de voie publique. Après les premières expérimentations, les unités anticriminalité, encore généralement nommées Brigades spéciales de nuit, BSN, sont consacrées et généralisées en avril 1973. Une note de service du directeur central de la sécurité publique valide leur existence dans une trentaine de circonscriptions, avalise et encourage leur déploiement pour lutter tout d'abord contre une criminalité désormais stigmatisée comme menace sur la nouvelle société,
Les BSN et les brigades de surveillance de voie publique, BSVP, leur équivalent en journée, se voient confier 3 objectifs. Assurer une surveillance permanente et discrète de la rue et des lieux publics. Tenter de réaliser des interpellations en flagrant délit. Créer l'insécurité dans les milieux délinquants. Une pseudo-théorie mise en circulation au début des années 70 a fourni une caution scientifique à la focalisation policière de ces unités anticriminelles sur les non-blancs pauvres. La notion de seuil de tolérance aux étrangers tente d'expliquer que le racisme serait lié à la présence d'étrangers trop nombreux et qui provoquerait une réaction quasi biologique des vrais Français, sous-entendus blancs et chrétiens. Les étrangers seraient donc responsables du racisme. Selon ce régime de justification, pour rassurer les racistes et éviter qu'ils ne règlent le problème eux-mêmes, les policiers peuvent légitimement intensifier le contrôle public des non-blancs. Cette supercherie intellectuelle a été propulsée par l'Institut normal d'études démographiques, l'INED. En particulier dans les rapports d'Alain Girard, diffusés très largement dès le début des années 70. Girard propage alors la notion de seuil de tolérance aux étrangers qui se répandra dans l'ensemble des partis parlementaires par un consensus qui ne se démentira plus, explique Alain Maurice. Selon Michel Marié, cette notion est employée pour la première fois en 1964 dans un rapport sur le relogement des immigrés du bidonville de Nanterre. Du bidonville de Nanterre à la cité des Canibous. Ce sociologue responsable du rapport l'aurait utilisé en faisant référence aux recommandations du plan de Constantine de 1959 sur la cohabitation des indigènes et des colons. Toujours répandue dans la police, cette fiction a fourni une légitimation morale pour les comportements racistes de policiers qui choisissent d'intégrer ces nouvelles unités chargées des habitants des cités. On a tenté de faire reculer les actes racistes en envoyant dans les quartiers populaires des policiers convaincus qu'il fallait s'occuper en particulier et visiblement des immigrés. La police des cités s'est constituée en revendiquant scientifiquement l'appropriation de certains gestes et mentalités racistes, issus des répertoires coloniaux. Le 30 novembre 1972, Mohamed Diab, chauffeur de poids lourd algérien de 32 ans, est abattu dans un commissariat par le policier Robert Marquet d'une rafale de pistolets mitrailleurs. Entré dans la gendarmerie sous l'occupation, CRS pendant toute la guerre d'Algérie, Marquet était arrivé à la sûreté urbaine en 1960, selon le policier Georges Moréas, présent sur les lieux. Le sous-brigadier Marquet a crié « Oui, je tue, sale race, je te tue !» Oui, je te tue, sale race, je te tue !» à Mohamed Diab avant de le mitrailler. L'affaire avait été largement médiatisée et Mohamed Diab décrit comme un forcené mangeur de viande crue, jusqu'à ce qu'une contre-enquête révèle les mensonges des policiers. Le 29 mai 1980, une ordonnance de non-lieu est prononcée par la chambre d'accusation, confirmée par la Cour de cassation. Elle protège, autorise et suscite les pulsions meurtrières des collègues de Marquet. Le 24 juin 1973, des gendarmes de Fresnes cherchent un garçon algérien de 14 ans. Ils ne trouvent que sa sœur, Malika Yazid, 8 ans, qui joue dans la cité de transit des Grous, où elle habite.
Un gendarme s'enferme avec elle pour mener un interrogatoire afin d'obtenir des renseignements sur son frère. Elle en ressort dans le coma, puis meurt. De nombreux commentateurs de l'époque dénoncent des méthodes comparables à celles de la guerre d'Algérie. Fin août 1973, une petite guerre d'Algérie est rejouée à Marseille. Une campagne d'assassinat contre les travailleurs arabes est lancée par les commandos racistes nostalgiques de l'Algérie coloniale. Après plusieurs passages à tabac, des cocktails Molotov sont lancés contre les baraquements d'usines qui sont ensuite mitraillés. 7 Maghrébins sont tués à Marseille en une semaine. Le mouvement des travailleurs arabes organise la première grève générale de tous les travailleurs arabes contre le racisme. Dans les Bouches-du-Rhône et à Paris, début septembre, le développement de l'anticriminalité va se poursuivre en concentrant toujours plus son activité sur les quartiers immigrés, pour se substituer au système de violence civile et privée. Dans ces unités de reclassement, en particulier des anciens d'Algérie, voulant continuer légalement la guerre en France. Le 10 octobre 1974, 12 policiers sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dévasté le domicile d'un Algérien à Paris 2 ans plus tôt. Leurs propos sont rapportés lors du procès. La guerre d'Algérie n'est pas finie. On va aller au bois de Verrières et on vous tirera dessus. Il n'y a pas assez de boulot pour les Français. Vous bouffez notre pain, vous n'avez rien à faire en France. La section parisienne de la CFDT Police commentait alors « Des ratonnades de cette violence sont rendues possibles par le racisme latent qui gangrène le corps policier, bien souvent entretenu par ceux qui voudraient refaire leur guerre d'Algérie. » En avril 1978, Ali Touami, un Algérien, est arrêté à Gennevilliers par le brigadier Claude Fiancette, qui le frappe et le blesse gravement. Ali Touami perd un œil. Le policier est un ancien parachutiste d'Algérie, reconverti dans la police comme motard puis affecté à la BAC des Hauts-de-Seine. Le Baqueux Fiancette écope de 3 ans avec sursis en 1984. Fin du sous-chapitre. Une géographie de l'obsession policière et de la révolte. La police des cités se fonde aussi sur la fabrication du quartier sensible dans la pensée d'État. En 1974, après 5 ans de travail, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, a réussi à porter les effectifs de police de 85 000 à 105 000 et incite à poursuivre cet effort. Il explique notamment comment la désignation de zone criminelle permet de développer des unités anticriminelles. Attention, ça va être une citation, ça va encore être violent.
Voilà. Donc, j'ai fait préparer par tous les chefs de service un plan. Nous avons recherché sur l'ensemble du territoire toutes les zones d'insécurité, c'est-à-dire là où il y a des villes nouvelles, où il y a des quartiers qui sont trop éloignés des centres de police. De telle sorte qu'on a pu se faire préciser là où il y avait des agressions et là où il y avait des cambriolages, en faisant des chiffres de façon à avoir une idée extrêmement précise. Le plan sera de créer partout des petits bureaux de police avec des patrouilles de police munies de motobécanes qui circuleront dans tous ces quartiers de façon à établir l'insécurité pour les malfaiteurs. On se voit désigner, au milieu des années 1970, une nouvelle cartographie du pouvoir policier reproduisant certains axiomes de la pacification coloniale dans le cadre d'un développement rationalisé du contrôle. À partir de 1974, les BSN opérationnels dans une soixantaine de circonscriptions de province prennent le nom de Brigade Anticriminalité, la BAC. 16 autres équipes quadrillent les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et des brigades de direction en civil, BDC, sont chargées de la capitale. Le volontarisme de Marcellin a fait exploser le nombre des faits délinquants recensés et constatés. De la fin des années 60 au milieu des années 70, ceux-ci sont passés de 1 à 2 millions. Ces nouveaux chiffres ont permis de confirmer l'idée d'une explosion des désordres. En 1976, le comité d'études sur la violence et la criminalité et la délinquance, CEVCD, mis en place par le Premier ministre Jacques Chirac, débouche sur le rapport Perfit, qui identifie une soudaine montée de la violence en France, avec notamment une augmentation spectaculaire des vols à main armée et des hold-up. Le sentiment d'insécurité générale évoqué dans le rapport concerne les zones urbaines et surtout les plus pauvres d'entre elles, dans lesquelles auraient augmenté les délits et infractions de petite et moyenne importance. Le CEVCD fournit un appareillage idéologique au renouvellement et de la focalisation policière sur les quartiers pauvres, à travers la police des cités, dans une période de restructuration néolibérale et sécuritaire du capitalisme. Parallèlement à la Seine-Saint-Denis, c'est dans l'agglomération lyonnaise qu'ont été expérimentées dès 1971 les nouvelles formes d'organisation des polices urbaines et l'îlotage comme surveillance permanente, préventive et territorialisée de certains quartiers. La première révolte de l'ère sécuritaire s'y produit dès 1971 à Vaux-en-Velin, à la cité de la Grapinière, construite dans la périphérie lyonnaise pour accueillir, après 1962, des Français musulmans d'Algérie. À la fin de la décennie, c'est depuis cette expérience d'enclavement que ressurgissent les révoltes populaires. Dès 1976, le périmètre de la cité Simion est quadrillé par la police. Le quartier régulièrement encerclé par les CRS est fouillé de fond en comble. Ces bouclages le transforment en une véritable cité de regroupement à l'image des pratiques de contrôle du terrorisme mises en place en Algérie entre 1955 et 1962. Les affrontements avec la police se multiplient. La réputation exécrable de l'îlot Olivier de Serres permet à la municipalité de Villeurbanne de justifier la destruction de ce vivier de délinquance, comme l'explique le maire Charles Hernu. Les différentes barres de la cité Simion sont démolies entre novembre 1978 et août 1984. Les habitants les plus précaires sont relogés à Vaux-en-Velin et Vénissieux, accentuant la ségrégation sociale et raciale dans la banlieue de Lyon. À Vaux-en-Velin, en septembre 1979, dans la cité de la Grapinière,
en 1980 et 1982 au quartier des Menguettes à Vénissieux, des jeunes habitants affrontent la police. Ils dénoncent sa violence, la misère et le racisme. Fin du sous-chapitre. Généraliser l'enclavement policier et urbain. À Villeurbanne, la collaboration de la police et des médias a révélé un nouveau mécanisme. La possibilité d'engager la destruction et ou la restructuration d'une cité lorsque celle-ci était médiatisée comme émeutière. Et dans ce mouvement, la possibilité d'éloigner les plus pauvres et de générer des marchés de la rénovation urbaine et l'embourgeoisement des territoires reconquis. Initié dès 1973 avec la création du groupe de réflexion interministériel Habitat et Vie Sociale, HVS, la politique de la ville met en œuvre ses premières réalisations à la fin de la décennie. Une cinquantaine d'opérations de réhabilitation sont menées dans le cadre d'un premier plan banlieue en 1977 et 81. De 1977 à 80. C'est le début d'un long programme de refonte de la ségrégation socio-raciale au nom de la lutte contre l'exclusion. Dès 1980, le nouveau gouvernement de gauche classe une vingtaine de quartiers comme îlots sensibles. De la fondation en 1983 de la mission banlieue 89 par Roland Castro et Michel Cantal-Dupart à la création de la délégation interministérielle à la ville en 1988, la politique de développement social des quartiers n'a cessé d'élargir la liste des zones sur lesquelles intervenir en priorité avec des forces de police. Dans le but de ramener le calme au sein des populations perçues comme potentiellement violentes, à la suite des rodéos des Menguettes en 1982, de jeunes habitants avaient volé puis brûlé des voitures de luxe. Un programme d'aide sociale et de prévention de la délinquance est mis en œuvre par l'État dans les quartiers populaires urbains. Les administrations chargées de la construction et de la rénovation des logements sociaux conçoivent de nouveaux schémas d'urbanisme censés prévenir, empêcher et contenir les révoltes. Deux expériences de politique urbaine sont menées de front. D'un côté, la réhabilitation du bâti existant, accompagnée de mesures de développement social des quartiers, financement d'infrastructures socio-culturelles et sportives gérées par des municipalités ou des intervenants extérieurs au quartier. De l'autre, la destruction des logements abritant les populations les plus stigmatisées. Une troisième expérience est menée à l'été 1982, occuper une partie des jeunes par diverses animations de quartier, sportives et culturelles, et en déplacer une autre partie, stages, loisirs, colonies de vacances subventionnées. Ces opérations sont parfois couplées à l'arrestation préventive des adolescents jugés les plus turbulents. En 1983, des conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance sont créés pour associer les responsables de la police à des travailleurs sociaux et diverses institutions. Là où elles ont réellement fonctionné, ces structures ont permis d'identifier individuellement les délinquants occasionnels ou réguliers, et de ficher leurs réseaux affinitaires et familiaux. Cette surveillance socio-policière a permis de placer des jeunes dans des centres de formation ou des stages pour les retirer du jeu, ou de leur appliquer des mesures explicitement répressives. Le programme de prévention et de répression mis en œuvre sous la gauche a modernisé la conjugaison du contrôle socio-administratif et du contrôle policier. Il a reconstitué une forme de tutelle paternaliste typique de la ségrégation endocoloniale. Suite à la mise en pratique de ces dispositifs en 1988, le ministère de l'Intérieur décide de développer l'îlotage sur le mode de la community police dans le monde anglo-saxon. Cette façon de quadriller les quartiers africains-américains par une présence prévisible et permanente des employés était employée aux États-Unis dans les années 60.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un modèle londonien avait été mis en place dans le Paris populaire à travers l'emploi de l'uniforme et de la déambulation ostensible pour soumettre et bannir apaches et communards. Présentée comme moins brutale et de proximité, cette police prétendument de gauche, mais conduite aussi par les gouvernements de droite sous d'autres paravents, généralise des dispositifs d'occupation territoriale et formalise un peu plus l'enclavement. Cette première phase de la politique de la ville s'achève au début des années 90. Une loi d'orientation pour la ville, dite loi anti-ghetto, permet de lancer un vaste programme de rénovation et de destruction de cités en banlieue parisienne, à Vénissieux, Marseille, Roubaix et Tourcoing. En septembre, dans le cadre de la création du service national ville, il est décidé d'envoyer des appelés dans les quartiers étiquetés sensibles. Cette même année, la commission de contrôle du Sénat, chargée d'examiner les services de police, propose l'instauration d'un dispositif permanent du type Vigibanlieue, sur le mode du plan antiterroriste Vigipirate développé par Philippe Marchand à l'occasion de la guerre du Golfe. Fin du sous-chapitre. Gestion médiatique. Les grands médias et la classe politique ont dû apprendre à gérer publiquement les résistances et les contre-attaques collectives des damnés du néolibéralisme. Alors que la généalogie des révoltés des cités commence dès le début des années 70 et de la crise économique, elles ne sont saisies par les médias dominants qu'au début des années 80. Ceux-ci s'emparent du phénomène des rodéos de voitures aux maguettes et de grèves menées par les travailleurs maghrébins pour déployer un discours sur le problème intégration des immigrés. La fabrication médiatique de la banlieue comme problème d'intégration ethnique et culturelle devient un appareillage idéologique fondamental pour masquer les structures politiques, économiques et sociales de la ségrégation policière. La médiatisation de la violence policière est devenue elle-même un champ de bataille. L'épisode qui a suivi le meurtre de Malik Oussekine a été un cas exemplaire. La nuit du 6 décembre 1986, dans le cadre des manifestations étudiantes contre la loi Davaquet, des affrontements ont lieu avec la police dans le 6e arrondissement de Paris, près de la Sorbonne. Des voltigeurs sont envoyés pour traquer les casseurs. Ce sont des unités de police particulièrement agressives montées sur moto et armées de bidules, grandes matraques permettant à un policier de frapper pendant que l'autre conduit. Remises en service par Robert Pandreau, ministre délégué à la sécurité, elles sont chargées de nettoyer les rues à la fin des manifestations. Les voltigeurs prennent en chasse un homme qui sort d'un bar de jazz à ce moment-là, Malek Oussekine. Il se réfugie dans la cage d'escalier d'un immeuble, mais les policiers réussissent à entrer et le tabassent. Il décède à l'hôpital. Sa mort est attribuée à une police de droite par la gauche qui cohabite au pouvoir. L'événement radicalise les affrontements avec les forces de l'ordre dans les manifestations des jours suivants, puis devient une affaire d'État. La brigade des voltigeurs est dissoute et le ministre de l'Éducation, Davaquet, présente sa démission. On parle depuis lors d'un complexe Malik Oussekine dans la police et l'État. On désigne ainsi le risque de devoir subir des restructurations de services et des mesures disciplinaires à la suite d'une mauvaise gestion médiatique ou de son instrumentalisation par des factions politiciennes. Tuer en maintien de l'ordre coûte de plus en plus cher médiatiquement et politiquement. Le soir du meurtre de Malik Oussekine, un autre crime policier est commis aux portes de Paris, au carrefour des 4 chemins à Aubervilliers. À la sortie d'un bar, Abdelwahab Ben Yahya, 19 ans, est tué par l'inspecteur Patrick Savret. Il n'est pas en service, mais tire avec son arme sur le jeune homme qui s'interposait dans une bagarre. Le policier avait passé la journée à attendre d'être mobilisé pour intervenir contre les manifestations étudiantes au commissariat de la Madeleine. La mobilisation de la famille et de la constitution d'un comité
Justice pour Abdel ont fini par aboutir à la condamnation du policier Savray. Mais le meurtre n'a eu aucun retentissement politico-médiatique. La police avait retenu l'information sur la mort du jeune homme pendant 48 heures, de peur que des contre-attaques s'organisent. C'est une dimension décisive du nouveau rapport de force qui s'établit à la fin des années 80. Il faut absolument maîtriser la médiatisation de la violence policière car son coût politique peut être élevé. Elle peut contraindre à opérer publiquement des restructurations dans des appareils policiers et elle risque d'engendrer des révoltes de plus en plus puissantes. Dès lors, la maîtrise des techniques de légitimation de la domination policière devient décisive. Communauté de résistance. Face au système de ségrégation et à sa police, une contre-culture des cités et des immigrations a émergé. Elle structure de nouvelles résistances au début des années 80. L'agence Imam Media est fondée suite au meurtre d'Abdelkader Lerache à Vitry-sur-Seine en 1980 pour porter des discussions et des images autoproduites face à la médiatisation dominante. Les concerts Rock Against Police, rap, eux aussi autoproduits, accompagnent l'émergence d'un nouveau mouvement associatif des quartiers. C'est sur ces bases que se fonde le groupe de femmes issues de l'immigration Zahama de banlieue. En 1980, puis le collectif Jeunes Arabes de Lyon et de banlieue, JALB, 4 ans plus tard. En 1983 est fondée l'Association nationale des familles de victimes de quartiers racistes et sécuritaires, plus connue comme les Folles de la place Vendôme. Cette première séquence est consacrée symboliquement par l'arrivée de 100 000 marcheurs pour l'égalité et contre les discriminations. En octobre 1983 à Paris, au début des années 90, un second mouvement culturel et associatif émerge. Il cherche à faire la synthèse des mémoires collectives de l'oppression coloniale et à comprendre ce qui lie les situations d'oppression et de lutte des différentes générations. Une conscience de communauté opprimée circule par des voies multiples comme les arts hip-hop. Une nouvelle génération a grandi en subissant fortement l'aggravation de la précarité et le système des discriminations et des coercitions. Elle semble avoir pris acte de l'inefficacité de certaines formes de mobilisation citoyenne ou de vote de gauche dans l'amélioration de ses conditions de vie réelles. Les révoltes se multiplient lorsque cette génération arrive en âge d'être confrontée à la police dans la rue au début des années 90. La succession des révoltes fonde dès lors une sorte de grand dialogue profondément politique sur les possibilités de réformer la situation et ou la nécessité de l'incendier. Le film La haine a décrit ce premier âge du soulèvement des damnés du néolibéralisme. Le 6 octobre 90, à Vaux-en-Velin, dans le 69, la cité du Mas du Taureau. Dans la cité du Mas du Taureau, une moto est renversée par un barrage de police. Thomas Claudio, le passager arrière, est tué. Une manifestation d'habitants s'organise au cri de « Police assassin ». Pendant 3 jours, des groupes de jeunes en colère affrontent la police dans plusieurs quartiers de la banlieue lyonnaise. Ce sont les premières expériences de contre-attaques collectives qui mettent la police en grande difficulté. Face à ce bouleversement du rapport de force, l'État expérimente immédiatement de nouvelles formes de répression. Le GIPN, groupe d'intervention spécialisé de la police nationale, normalement chargé des opérations antiterroristes, est mobilisé. Les magasins du centre sont tout de même dévastés. C'est bien le système d'oppression quotidienne mis en œuvre par la police que les habitants dénoncent. L'un d'eux expliquait aux caméras d'Antenne 2 « Ils, les policiers, cherchent des victimes chaque jour. Tous les jours, ils cherchent des innocents. Ils les emmènent là-bas, ils leur mettent des coups. Ils savent où les mettre, les coups. Comme ça, on ne peut ni porter plainte, ni rien. » Les grands médias ont parlé pour la première fois de guérilla urbaine et d'intifada des banlieues.
20 ans plus tard, lors de la commémoration de la mort de Thomas Claudio, en octobre 2010, Morad Agoun, qui avait 18 ans au moment des faits, raconte. La révolte a fait découvrir des pratiques policières indignes, qui continuent, et un apartheid social. N'oublions pas ceux qui sont tombés ailleurs, dans les banlieues. Ahmed Shekab, un voisin de Thomas Claudio, âgé de 8 ans en 1990, constate à l'automne 2010: on vit la même oppression policière, la même discrimination, la même misère. La rénovation de la ZUP de Vaux-en-Velin avait été entreprise en 1985 en faisant figure de modèle de la politique de la ville. Au sein du projet Banlieue 89, les émeutes de Vaux-en-Velin ont constitué le point de départ officiel d'une nouvelle phase de cette politique de la ville, désormais centrée sur la conquête, la domination, la restructuration et la destruction de grands ensembles. Le 26 mars 91, Jamel Chetou, 18 ans, est abattu à bout portant par un vigile armé dans la cafétéria de l'Euromarché de Sartrouville. Le vigile prend la fuite et la préfecture déploie des CRS autour de la Cité des Indes en prévention. Les grands médias s'installent rapidement autour de la scène. Le dispositif médiatico-policier constitue une seconde humiliation pour les habitants. Il est vécu comme une injustice de plus, une manière de couvrir un meurtre sécuritaire. Diverses ripostes s'organisent, impliquant différentes générations. Des femmes manifestent jusqu'à la mairie pour crier leur colère. Des jeunes de la Cité des Indes et d'autres quartiers s'attaquent au supermarché, puis à la police qui procède à une dizaine d'interpellations. 5 policiers sont blessés, le supermarché est mis à sac. Un magasin du centre-ville dévasté, une bibliothèque municipale et la mairie annexe sont incendiés. Le commissaire Michel Felquet raconte que des policiers auraient même été débordés, que le commissariat aurait été envahi et des policiers enfermés dans leurs propres cellules de garde à vue. Les résistances à la ségrégation policière ne sont pas limitées aux soirs d'affrontement. Elles ont pris différentes formes, comme l'habitude de surveiller les rondes de police depuis les fenêtres, d'alerter ceux qui risquent d'être contrôlés, de s'opposer collectivement ou de ne pas répondre à des provocations, de lancer des projectiles depuis les étages, de dénoncer la police sur les murs, de lui tendre à des pièges. Un travail médiatico-politique intense a été mis en œuvre pour faire passer ces résistances pour des tactiques mafieuses de trafiquants et de dealers. Le commandant Patrick Trottignon, affecté dans différents commissariats du 93 depuis le début des années 80, raconte la manière dont il a vécu cette époque. Attention, ça va encore être une citation de gros droitard, ça va faire mal. C'était encore l'époque de la police de proximité. Les fonctionnaires de police devaient patrouiller un peu partout. Les collègues revenaient souvent un peu blêmes au commissariat. On leur avait balancé une machine à laver du haut d'une tour. Certaines bandes montaient sur les toits et chargeaient du matériel, papins, boules de pétanque et autres doux projectiles pour les jeter sur les forces de l'ordre. Le plus souvent, les policiers recevaient des crachats et à leur retour au poste, ils devaient repartir pour faire nettoyer leur tenue. Les jeunes faisaient montre d'une volonté d'en découdre à laquelle je n'étais pas habitué. Il fallait garder son sang-froid, éviter les bavures et surtout digérer la rupture qui s'était opérée avec cette population. En France, le développement de ce type de police a réellement commencé au début des années 90, notamment à Vaux-en-Velin, où elle fut mise en pratique après la révolte d'octobre 90. Les dispositifs de proximité, sans cesse présentés comme des solutions de prévention, permettent de réduire la répression. Consiste à mettre en place des polices d'occupation de la rue dans des quartiers populaires. Il s'agit de déploiement de policiers auxquels on laisse les démarches d'action relatives pour obtenir du renseignement, sur et par les habitants. Il s'agit concrètement d'occuper le quartier et d'y paralyser la vie sociale.
Face à cette rupture avec la population, la police opère d'elle-même un renforcement dans ses pratiques et ses discours. Autre citation. À présent, lorsque des policiers se plaignent d'avoir essuyé des violences dans une cité, on s'exclamait « Comment? Vous êtes partis à 3? Mais c'est à 3 voitures qu'il faut aller là-bas !» On ne jouait plus, c'était inquiétant. L'agressivité envers les flics avait changé de nature. J'ai vu l'un de ces jeunes se jeter contre un policier tel un fauve qui attaque sa proie. J'ai alors compris que tout basculait. À un certain degré, il n'y a plus rien à faire. Une rhétorique de la bête à abattre émerge à mesure que les cités sont transformées en réserves de chasse policière. Fin du sous-chapitre et début du dernier sous-chapitre, et on terminera là-dessus le chapitre et la lecture. L'enclave endocoloniale. Une situation et un schéma récurrents sont en place au début des années 90. L'action combinée des médias dominants et de la police a mis en œuvre un système d'enclavement, de harcèlement et de brutalisation. Il devient dès lors possible de fabriquer des fictions de masse représentant comme des convulsions d'hystérie collective criminelle, les révoltes et les résistances des habitants d'un quartier populaire. La mise en spectacle de l'émeute est devenue une production médiatico-policière dépeindre les révoltes des dominés comme une forme de sauvagerie fournit une arme politique pour tenter de soumettre et diviser les classes populaires en masquant les rapports de domination et de surexploitation. Il faut bien distinguer cette mythologie d'État de la réalité des formes d'autodéfense collective inventées par des classes populaires et des communautés opprimées. Comme le montre l'imaginaire de l'hystérie, la ségrégation endocoloniale n'est pas structurée seulement par la race et la classe. La violence des policiers et des militaires est une violence fondamentale masculine, conçue et mise en œuvre par une très grande majorité de mâles engagés pour la conservation de l'ordre social. Elle est portée par un système idéologique axé sur la reproduction d'un pouvoir patriarcal où prime l'autorité de la force de l'État comme père et maître. Dans les mots et les gestes qu'ils emploient pour contrôler les habitants des cités, les policiers marquent régulièrement la place et les comportements auxquels ils devraient, selon eux, se tenir. Les vrais hommes et les filles bien, les vrais Français et les bons immigrés, les honnêtes citoyens et les autres. La manière dont la ségrégation policière discrimine, hommes et femmes, blancs et non blancs, produit un espace de conflit structuré et pour la reproduction des séparations sexistes et des oppressions viriles à l'intérieur des communautés damnées par la race et la classe. La ségrégation à la française a pris, comme aux États-Unis quelques décennies plus tôt, la forme de l'enclave endocoloniale. Il ne s'agit pas de colonies intérieures, au sens où les quartiers populaires seraient gérés sur le mode de commandement militaro-policier en œuvre aux colonies et postcoloniales. De la même manière que le concept de postcolonial interroge les héritages, les reproductions, les transformations et les innovations du pouvoir colonial dans le temps. L'endocolonial interroge les importations, les correspondances, les restructurations, les traductions et les hybridations du pouvoir colonial pour la gestion des opprimés en métropole. Le concept d'enclave endocoloniale reconnaît qu'il existe une logique de ghetto propre au système de ségrégation français, et que même si la cité française et le ghetto nord-américain sont des formes de discrimination et de séparation différentes, on y observe une série de phénomènes similaires dont la théorie critique anglo-saxonne à un concept d'internal colonialism a permis d'envisager les formes de la domination impérialiste à l'intérieur du territoire national par la formation de périphéries intérieures. Cette notion a été développée pour définir la ségrégation aux États-Unis, au Mexique, dans l'Empire britannique ou en Afrique du Sud. L'enclave endocoloniale désigne cette forme particulière de domination qui a émergé dans les puissances impérialistes. Elle assure la ségrégation socio-raciste des prolétaires issus de la colonisation, des travailleurs étrangers et plus généralement des couches les plus pauvres des classes populaires.
Elle croise les répertoires de la guerre et du contrôle colonial avec les répertoires historiques de la domination, des misérables, des indésirables et des résistants. Ces régimes de pouvoir territorialisés constituent des lieux de formation, des lieux fondamentaux de la restructuration néolibérale et sécuritaire.